Laurent, Roland, Tony Kess, bonjour. Ahmed Arikma, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. On démarre par un tout premier quotidien. Ce matin, le révélateur du jour qui titre Concertation Talon Bazoum Embalo à Cotonou. Et l'interrogation, donc, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée dans le viseur. Est-ce que c'est le Mali, la Guinée et le Burkina Faso qui sont dans le viseur? Moi, je me pose la question parce que d'ailleurs, quand vous regardez un peu les trois pays dont on parle, la Guinée, le Bénin partage une frontière avec le Burkina Faso. Et donc, en l'état, est-ce qu'il y a pour autant, est-ce que le Burkina dépend pour autant du Bénin, dans une certaine mesure, en dehors des transferts de marchandises, dans une certaine mesure. Et donc, Embalo Sissoko, qui n'est plus président de la CEDEAO, et donc, ça aurait été peut-être un Tinubu à Cotonou, que je leur donnerais raison quelque part pour dire, bon, peut-être que ils sont dans le viseur de ces trois chefs d'État qui se sont rencontrés à Cotonou. Maintenant, je vois peut-être le problème autrement. Je me dis peut-être que oui, ils ont certainement des choses à se dire. N'oubliez pas que progressivement, nous tendons vers la fin du mandat de Patrice Talon. Et nous tendons aussi vers la fin du mandat de Embalo Sissoko. Donc, ces deux chefs d'État, certainement des choses à se dire et des choses à se conseiller. Et n'oubliez pas aussi que Bazoum est plus ou moins en difficulté parce que à la situation de l'élection, il y a toujours des poches de tension dans une certaine mesure dans le pays, mais il y a aussi la menace djihadiste. C'est vrai que chez Embalo Sissoko aussi, il y a aussi la menace djihadiste. Donc, l'un et dans l'autre, ça peut être d'autres sujets qui soient au cœur de leur rencontre de Cotonou. J'estime que ce n'est pas parce que je ne vois pas en quoi les trois chefs d'État peuvent réussir à faire fléchir la junte au pouvoir en Guinée, au Burkina Faso et comment vous appelez, et au Mali. Cette interrogation se justifie sûrement par le fait qu'au détour justement du sommet donc, de la CEDEAO qui s'est tenu, je pense, le week-end écoulé, hein, si mes souvenirs sont exacts, il y a eu un comité de travail justement qui a été installé avec des présidents comme justement le président béninois. Je pense que le président de la Guinée également fait partie de cette délégation, ainsi que le président nigérien Bola Tinubu. D'accord. D'ailleurs, selon les informations, c'est que les deux que je viens de citer iront retrouver Bola Tinubu au Nigeria aujourd'hui. Et quand on sait que justement ces trois font partie de ce comité de travail qui a été installé pour se pencher sur la question donc, du Burkina, du Mali et de la Guinée, on ne peut s'empêcher de supputer. Justement, c'est ce que je dis, c'est qu'on peut s'empêcher de supputer, mais pour autant, je pense que fondamentalement, est-ce que les chefs, en dehors de Tinubu, est-ce qu'ils peuvent faire fléchir les jeunes au pouvoir au Mali, en Guinée? Peut-être que justement, ils sont à Cotonou pour commencer les écéchanges. Afin justement de rejoindre Tinubu aujourd'hui, normalement. On attend de les voir. On attend de les voir chez Tinubu. On attend de voir ce qui sortira de la rencontre avec Tinubu du côté du Nigeria. De toute façon, je crois que au-delà de trouver des solutions pour régler en tout cas les problèmes qui se posent au niveau du Burkina Faso, de la Guinée, et du Mali, je crois que le problème est aussi profond. Et je rappelle, c'est vrai que Tinubu disait qu'il était contre les coups d'État, d'accord? Mais il a été très clair. Voilà. Et donc, il n'y aurait pas coup d'État s'il y a respect de l'ordre constitutionnel. Il n'y aura pas coup d'État s'il y a bonne gouvernance dans certains pays, dans ces pays dont on parle. Donc, en voulant régler les problèmes de ces pays, en souhaitant en tout cas mettre de côté les jeunes qui sont au pouvoir dans ces pays, il faut réfléchir aussi en même temps à trouver les mécanismes pour que la CEDEAO, dès qu'il y a des signaux de non-respect de l'ordre constitutionnel, des signaux de mauvaise gouvernance dans un pays, que la CEDEAO se penche sur la question. Vous savez, la CEDEAO, c'est la même CEDEAO qui vous dit que les États sont souverains. Et d'ailleurs, les chefs d'État le chantent à qui veulent les entendre, que oui, leur pays, en tout cas, est souverain dans une certaine mesure. Et vous allez voir, dernier cas du Sénégal, c'est qu'on dira que le Sénégal est un État souverain. Et que, oui, mais attention, là où il y a mal donne, c'est que l'État est souverain. Parce que vous avez un homologue chef d'État là-bas
qui parfois sèment le bordel, qui traquent les opposants dans une certaine mesure, vous ne réagissez pas. Mais il faut peut-être attendre le jour où les militaires se lèvent pour le décharger, en tout cas pour que la CEDEAO retrouve ses sens, pour comprendre que ce n'est plus un État souverain, mais qu'ils ont la possibilité de réagir. Donc je crois qu'il y a mal dans la procédure de la CEDEAO. Donc je crois, dans leur rencontre aujourd'hui, ils doivent pouvoir nécessairement, en tout cas, réfléchir sur cette alternative-là. Vous pensez bien que ce serait trop facile et limite suicidaire que de permettre à une institution sous-régionale de s'immiscer dans les affaires internes d'une nation? Mais si c'est on ça, ne sait jamais à quel moment cette institution peut être comment dire, manipulée. Si c'est ça, à quel moment, alors s'il y a coup d'État, qui laisse alors les gars? Justement, peut être, peut avoir des desseins de déstabilisation d'une nation. C'est dangereux. Non, écoutez. C'est dangereux, Laurent. La CEDEAO, c'est des tests quand même. Oui. Et le président de la CEDEAO ne peut pas se lever pour dire déchargez-moi tel président. Le problème se situe à quel niveau? Ils se comprennent entre eux. Parfois, ça a été parmi eux, ont été mal élus dans leur pays. Certains, je ne dis pas tous, mais certains parmi eux ont été mal élus dans leur pays. Et parfois, la chance, en tout cas, leur tour arrive et ils sont peut-être présidents dans les de la CEDEAO. Quand c'est comme ça, ce président veut reprocher quoi à qui? Vous comprenez un peu le sens. Alors, dans ces conditions, quel chef d'État, sachant que lui aussi, dans son pays, là, tel qu'il a fait pour être président, là, ce n'est pas ça, ne respecte pas les normes, vous voulez qu'il reproche quoi à qui et comment? Donc, c'est en fait là le véritable problème à ce niveau. Aussi longtemps que nous aurons des chefs d'État dans un greffe qui ne seront pas élus de façon transparente et libre dans une certaine mesure, aucun chef d'État de la CEDEAO, en tout cas pour le moins qu'on puisse dire, en fait, certains de ces chefs d'État de la CEDEAO n'oseront jamais reprocher quoi que ce soit à leur père qui sont en erreur ou peut-être qui sont en train d'emprunter les mêmes chemins qu'ils ont empruntés par le passé. Ce n'est pas à Ouattara, par exemple, de remonter les bretelles à Macky Sall, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ce n'est pas à Bazoum de dire à Macky Sall, attention, parce qu'on sait qu'au Niger aussi, quand il y a élection, il y a un problème avec Amadou. Donc, qui va parler? Qui va parler? Et même la dernière élection au Nigeria, avec, comment vous appelez, j'oublie son nom, l'opposant Ibo, son nom m'échappe. Mais ce qui s'est passé avec lui, là, avec Tinubu, là, vous pensez que c'est Tinubu qui veut se lever pour aller donner des conseils à qui? À Macky Sall? Ce n'est pas ça. C'est véritablement, le problème se situe à ce niveau. Moi, je pense qu'il faut revoir. Que faites-vous de l'adage qui dit « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Mais voilà, aussi longtemps qu'on sera dans cette posture. Parce que vous savez qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, mais aucune élection ne sera parfaite. Oui, aussi longtemps que même en Occident. Aussi longtemps que nous serons dans cette posture. Il y a toujours des couacs. Fort ne pourra pas venir donner des leçons à Patrice Talon. Okay. Vous voyez un peu. Donc, dans une certaine mesure, aussi longtemps que ce sera comme ça, nous serons alors dans un éternel recommencement au sein de la CEDEAO en Afrique. Et si on dissolvait alors carrément ces institutions? Est-ce que, quelque part, ces institutions jouent un rôle à bien des niveaux? Du point de vue administratif, ça joue un rôle. Du point de vue politique, ça montre parfois ses limites. Ses limites, d'accord? Ça montre ses limites. Et il va falloir que les gens maintenant... En fait, le véritable problème à régler, c'est au niveau des États d'abord. Avoir des chefs d'État élus sans reproche. Le jour où nous aurons des chefs d'État, en tout cas, la grande partie des chefs d'État de la CEDEAO élus sans reproche, vous allez voir que ça peut changer un peu. Parce qu'à un moment donné, ceux qui ont été élus et qui ont envie de partir véritablement à la fin des 2 mandats constitutionnels de leur pays, et ceux qui n'auront pas envie d'être éternels à la tête de leur pays, dès qu'on va finir de régler ces problèmes, ces chefs d'État auront le courage d'interpeller les chefs d'État qui ne vont pas respecter l'ordre constitutionnel et qui ne feront pas preuve de bonne gouvernance. Donc, le problème, c'est d'abord au niveau des États qu'on ait de nouveaux leaders politiques qui veulent vraiment un changement. Quand vous prenez par exemple le Ghana en l'État, c'est un exemple. Au-delà de tout, on n'a pas encore vu un chef d'État qui veuille s'accrocher au pouvoir après ses 2 mandats. Donc, le Bénin est un exemple aussi. Le Bénin est aussi un exemple, oui. Sans un chauvin. On a il y a 2 exemples, et on aura le 3e exemple en 2026 avec Patrice Talon. C'est tout souhait pour les Béninois. Donc, cela suppose que quoi? Et quand on voit un peu là... On en a même 3 finalement, puisque le président Soglo aussi est parti. Non, Soglo, il n'a pas fait de mandat. Non, il a fait un mandat.
a 2 mandats, Donc voilà. Il aurait pu forcer justement pour faire le 2e mandat. Je suis d'accord. Donc, comptez-le parmi il a respecté au moins, oui. Voilà, il a respecté la Constitution, Constitution. les tests. Donc, en ne faisant pas preuve de tension, en n'amenant pas la tension. Même s'il a fustigé, il a parlé de fumisterie, de mascarade. Il a refusé. Oui, voilà. Donc, pour dire que le problème, c'est à régler au niveau des chefs d'État déjà d'abord. Et après, on aura une CEDEAO assez forte. Autrement qu'on aura des chefs d'État en griffe politiquement fragiles du point de vue élection, c'est que la CEDEAO sera toujours fragile et n'aura pas le pouvoir nécessaire de taper du poing sur la table. D'accord. Laurent Roland Tonekes, hier, le Parti des démocrates était face aux hommes de la presse. Information majeure, donc un conseil national du parti censé se tenir le samedi prochain. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça, donc, comme actualité au rôle du Parti des démocrates. Du côté du Parlement, on s'attendait aussi à des nouvelles concernant la décision de la Cour constitutionnelle. Écoutez, on s'attendait à des nouvelles, les gars. Vraisemblablement, le parti joue le suspense. Oui, vous avez dit hier que l'un des députés du Parti démocrate disait qu'ils ne sont pas accrochés au poste. Ils sont pas accrochés au poste, Et donc, de toute façon, je crois que le peuple est là pour aviser. S'il ne pourvoit pas à ce poste, la Cour constitutionnelle étant le dernier recours, cette décision étant sans recours, dans une certaine mesure, je crois que les autres vont pouvoir à ces postes. Le peuple voit. Est-ce que le peuple, ceux qui les ont élus, qui les ont envoyés à l'Assemblée nationale, seront fiers de cette posture? Je ne suis pas un électeur du Parti des démocrates. Je ne suis pas un membre non plus. Et donc, écoutez, est-ce que les populations seront suffisamment fières de ce qu'ils sont en train de faire? C'est là le véritable problème. Est-ce qu'il n'y a pas des gens en leur sein qui ont envie d'aller occuper ces postes-là, et tels qui se comportent là, ceux-là sont frustrés. Parce que c'est le véritable problème. Écoutez, les responsables du parti vont commencer à parler devant la caméra et micro pour dire qu'ils ne veulent pas de poste. Mais il y a des gens parmi eux qui nourrissent l'ambition d'aller occuper ces postes. Il ferait mieux de réfléchir autrement. Moi, je ne leur dis pas d'avoir des compromissions avec le pouvoir en place. Je ne leur dis pas d'aller faire des combines de coulisses ou de couloirs avec Patrice Talon et son équipe. Non, mais apprendre à se contenter du peu qu'on vous donne, utiliser ce peu-là pour mieux mener son combat, c'est le plus important dans la situation où nous nous trouvons actuellement. Vous ne voulez pas envoyer des gens au niveau de commission. Ok, ce n'est pas un problème. Mais les différentes commissions sont appelées à se pencher sur un certain nombre de questions essentielles, notamment concernant la vie du pays, concernant aussi les élections à venir. Parce qu'au niveau de la commission des lois, par exemple, il y aura des lois peut-être qui peuvent venir pour modifier le code électoral, pour modifier un certain nombre de choses. Mais si vous n'avez même pas une personne dedans, c'est qu'ils vont faire tout. Ils viendront à l'Assemblée nationale, ils vont voter une loi, parce que même s'ils n'ont pas la majorité, en tout cas, espérée pour réviser la Constitution, ils vont envoyer une loi. Ils vont voter. D'abord, ils vont parler de ça en commission. Vous ne serez même pas informé. Ils amènent ça à l'Assemblée, vous êtes 28, vous n'avez pas voté, vous avez voté contre. Ils vont voter majoritairement, ça va passer. Et la Cour constitutionnelle va dire que c'est conforme à la Constitution. Le chef de l'État va promulguer et ça passe. Je pense sincèrement qu'il doit pouvoir faire profil bas. Ce que je lis parfois, les gens disent non, que c'est comme on veut dire qu'ils aillent négocier. Ce n'est pas une question de négociation. Il vaut mieux être présent là que d'être absent. C'est très important ce qui se passe. Et tel qu'ils font là, ils seront surpris. Le pouvoir en place, les gens déjà dribblé une fois, 2 fois, 3 fois. Et vous avez eu la chance, la 4e fois, de participer à une élection. La chance n'a pas 2 cheveux, dit-on. En l'état, s'ils continuent avec cette posture, ils risquent de tout perdre. Et finalement, ils vont vouloir réagir. Et malheureusement, ce qui va arriver, va arriver. On ne souhaite pas ça pour le Bénin, que les gens fassent profil bas. On a vu certains parmi eux, Souboni, ils étaient à l'Assemblée nationale. Comme personne ne vient nous apprendre que la manière dont la politique se passe dans ce pays. On a vu, chacun vient avec sa manière. Qu'ils essayent de revoir leur position. C'est une doléance d'un citoyen. Je ne suis pas, d'abord, tout le monde sait, les quelques 2 fois où je suis allé à leur conférence de presse, les gens ont très tôt de me dire que je suis proche de Éric Ndité, que je n'ai jamais appelé dans ma vie, que je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Je ne sais même pas où il reste dans ce pays. Donc, pour dire quoi? Tout ce que je fais, je dis, c'est que les gens comprennent essentiellement que
ils ont l'obligation de revoir leur posture, de changer de paradigme. Autrement, ils seront surpris et après ils vont commencer par pleurnicher, pleurer sur le lait renversé. Parce que ce sera trop tard. Mais il faut préciser quand même que donc, hier, hein, dans le cadre justement de cette deuxième session extraordinaire convoquée pour régler cette situation au niveau des commissions et autres représentations dans la sous-région, le porte-parole, sinon le président donc, du groupe parlementaire, les démocrates à l'Assemblée nationale, Nouréni Achadé, a justement fait savoir que le parti, en fait, les démocrates n'étaient pas encore prêts. Donc, ils ont sollicité justement un moratoire de 48 heures pour se mettre à jour. Oui, moratoire ou pas, qui ne viennent pas... Il faut préciser qu'ils ont, hein, selon la décision de la Cour constitutionnelle, jusqu'au 20 juillet. Est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? Pour justement pouvoir, à ces postes-là... Est-ce qu'on a besoin de faire tout ça pour se faire ridiculiser? Non, mais ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Non, mais écoutez, ce débat dure depuis combien de temps? Et pour ce qui est des 48 heures demandées, je pense que ça reste dans les délais. Oui, mais ils ont jusqu'au 20. Je suis d'accord. On est le 18. Mais est-ce qu'on a besoin véritablement de faire ça? Oui, mais quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Non, mais écoutez, ce débat de poste date de quand? Pourquoi vous attendez que la Cour constitutionnelle vous donne un délai avant de réagir? Peut-être qu'ils espéraient une autre réaction de la Cour. Mais écoutez, je vous ai déjà dit. Écoutez, je ne suis pas député, je ne suis pas politicien, je ne suis pas... Mais je dis, regardez un peu, il faut qu'ils ouvrent les yeux quand même. Vous n'avez même pas un membre au niveau de la Cour constitutionnelle. Et vous estimez que cette Cour constitutionnelle, en griffe, pourrait vous donner raison tout le temps. Parce que c'est pas parce que Razaki... Parce qu'il y a des partis qui ont des membres au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais écoutez, on a vu ceux qui sont allés, ceux qui sont envoyés à la Cour constitutionnelle. Ils sont membres de partis politiques. Mais écoutez, vous n'avez pas vu le parcours? Tout au moins, il y a un ancien député dedans. Oui, mais sont-ils membres des partis politiques à l'Assemblée nationale, représentés à l'Assemblée nationale? De toute façon, ils sont nommés par des partis politiques. Voilà. Ils sont envoyés par des partis politiques. Donc on peut supposer qu'ils sont proches, mais pas qu'ils sont membres forcément. Tout au moins, quelqu'un parmi eux a été député de l'Union progressive de renouveau. Au moins, donc, ça on là, peut supposer qu'ils sont proches. Refuser ça. Vous ne pouvez pas me refuser ça. On peut supposer qu'ils sont proches. Ok, d'accord. Mais pas dire qu'ils sont membres. Ce que je veux dire quoi? C'est pas parce que Razaki Amouda vous a donné la chance d'aller aux élections. C'est vrai que ce n'est pas une chance. Je rectifie, ce n'est pas une chance. C'est de leur droit d'aller aux élections. Que grâce à la décision de Razaki Amouda, ils sont allés aux élections. Qui vont penser que tout le temps la Cour va leur donner raison. Je ne dis pas que la Cour sera là aussi pour leur dire chaque fois qu'ils ont tort. Mais dans une certaine mesure, je préfère qu'ils réfléchissent pour dire on n'a peut-être pas de chance d'avoir gain de cause à la Cour constitutionnelle, autant mieux nous organiser dès maintenant. Et quand vous faites ça, vous ne perdez pas de temps, vous allez très vite à l'essentiel. Ils ont refusé, la Cour leur donne un délai maintenant, et après ils demandent 48 heures de moratoire. Je ne voulais même pas reprendre ça parce que je dis que suffisamment, ils sont en train de montrer eux-mêmes leurs limites. Alors, en tout cas, le parti, donc, face aux hommes des médias hier, a annoncé donc, la tenue d'un conseil national le samedi prochain. Vivement qu'au cours de ce conseil national, que de bonnes décisions soient prises pour le bien du parti et pour le bien des militants, des gens qui les suivent. Parce qu'il y a des gens qui les suivent et qui sont en tout cas engagés à continuer à les suivre. Et d'autres personnes ont envie certainement peut-être de les suivre. Et ça dépendra de la manière dont ils se comportent à l'Assemblée nationale et dans les prises de décision ou de parole pour que de ces personnes aient plus d'assurance, de conviction pour les suivre. Il ne sert à rien de traîner et de faire croire qu'on est en difficulté et que par conséquent, on ne veut pas composer, on ne veut pas rentrer dans les rangs. Il vaut mieux se contenter du minimum, se battre et pour aller plus loin, plutôt que d'être absent et de tout perdre à la suite. Parce que toutes les commissions, s'ils ne sont pas présents, les commissions vont fonctionner sans eux. Ils seront à l'Assemblée nationale, on va emmener des lois qui sortiront de nulle part. En tout cas, pas de nulle part. On sait souvent comment ça commence. Mais il faut éviter de faire la politique de la chaise vide, comme le préconise notre penseur, notre philosophe. Ouais. Qui se fait rare. Qui a disparu depuis un moment. Il n'a pas disparu, il se fait rare. Il n'a pas disparu. Allez, Laurent Roland Tononiquez, parlons politique toujours. Commune d'Abomey, quelle vie. Beaucoup de quotidiens en parlent ce matin. À tout hasard, le quotidien, titre naissance controversée d'une nouvelle association de conseillers samedi dernier, susciter et entretenir des conflits entre les élus locaux à Calavi. À qui profite le crime? Je vais peut-être être un peu dur avec les autorités qui sont en train
d'occasionner ce bordel dans la commune d'Aboncavi. Bordel, dites-vous. Oui, je pense sincèrement qu'il faut leur parler ce matin. Je crois que j'ai comme l'impression qu'ils sont oisifs et que c'est pour ça peut-être qu'ils ont voulu peut-être s'occuper, trouver une occupation du côté des conseillers et des élus locaux. Parce que l'association des élus locaux existait depuis un moment. Et quand il y a un problème dans une association que vous êtes leader, vous cherchez à régler les problèmes. Vous ne contribuez pas à créer une autre association bis, une association bis qui peut continuer à envenimer la situation. Vous voyez, quand on regarde un peu donc, la posture de nos acteurs politiques aujourd'hui, et quand je le dis qu'au sein des formations politiques qui se font appeler les grandes formations politiques aujourd'hui, qu'il y a des problèmes, certains peut-être ne me croient pas. Voilà un signal fort. Parce que ceux dont on parle aujourd'hui, la grande partie sont liés aux deux grandes formations politiques de la mouvance. Et c'est des élus de la mouvance, en tout cas des autorités, députés et maires, qui sont à la base de la création d'une nouvelle association. Pourquoi ne pas chercher à régler les problèmes qui existent au niveau de l'autre association et travailler à ressouder les liens pour être plus fort? Peut-être que toutes les tentatives en la matière ont été vaines, ont été soldées par des échecs ou se sont soldées par des échecs. Quand on voit comment est-ce que certains parmi eux se comportent depuis ces derniers jours, depuis un bon moment, en évoluant en loup solitaire, je crois qu'il n'y a pas de tentative. En tout cas, qui viennent dire qu'il y a eu tentative de régler le problème et que ça n'a pas marché. Mais je sais que c'était pas mieux. C'est vrai que quand on dit souvent, quand votre main droite vous dérange et vous empêche d'évoluer, à un moment donné, il faut le couper et évoluer. Vous parlez de qui la main droite continue l'empêche d'évoluer. Vous voulez qu'on parle des trois... C'est juste un exemple. Vous voulez pas qu'on parle des trois députés, des trois autorités dont on parle? Arwandino Angelo a-t-il rêvé un jour être maire de Calavi? Il va falloir aller lui poser la question. Mais écoutez, c'est-à-dire, je veux parler des gens qui ont un parcours politique, qui ont fait des résultats dans le temps. Si on commence, est-ce qu'au fond, dans une certaine mesure, en dehors du coup de chance que certains parmi eux pour se retrouver tête de deuxième sur une liste pour être député, ou d'autres qui ont été le seul député, l'autre qui a été le seul député de sa formation politique en 2019 et en 2023, pas de progression, lui seul encore, est-ce que vous pensez qu'ils sont pour autant représentatifs dans une certaine mesure? Moi je dis sincèrement, et je suis formel là-dessus, je crois que au lieu de faire ce qu'ils sont en train de faire là, il ferait mieux de renforcer l'association qui existe déjà en réglant les problèmes. Parce qu'en faisant ça, ils se fragilisent eux-mêmes. Parce qu'on connaît leur parcours, on sait d'où ils sont arrivés. Et donc, à faire ça, parce que dans l'un ou l'autre, dans l'ancienne association, je connais des gens, je ne défends pas l'ancienne association. D'abord, je n'ai aucun lien avec eux, mais je les connais, mais je pense que quand il y a des problèmes, en tant que leader, on règle les problèmes plutôt que de créer la division. Créer la division est suicidaire pour eux-mêmes déjà pour les prochaines élections, mais aussi suicidaire pour leur formation politique respective, notamment l'Union progressive de renouveau et le BR. Et donc, les responsables de ces formations politiques, notamment Biachane et Joseph Djobinou, doivent pouvoir rappeler alors ces députés et le maire pour dire, écoutez, autant mieux régler les problèmes plutôt que de créer la division. Parce que quand vous créez la division, vous voyez un peu ce qui va se passer. On a cité 2 députés et un maire. Supposez que, d'ailleurs même c'est déjà clair, ça veut dire que les 3 dont on parle seront du côté de la nouvelle association. Vraisemblablement. Non mais s'ils ont occasionné, s'ils ont occasionné la création de cette association, c'est qu'ils seront proches de cette association. Alors, ceux, les autres qui sentiront qu'ils ne sont pas proches et qui ne les soutiennent pas, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment vont-ils se comporter? Ne soyez pas surpris que ceux-là alors décident d'aller vers d'autres formations politiques, malheureusement. Je ne dis pas que c'est exactement ça. Mais ils peuvent à un moment donné se rendre compte que, bon écoutez, si les autorités que nous avons contribué à élire et sont en train de nous combattre aujourd'hui, autant mieux nous désolidariser aussi pour aller vers d'autres formations politiques. Et ça peut être suicidaire pour eux. Je crois qu'ils doivent faire très attention. Laurent, on va finir par ceci. Le quotidien Le Devoir, réalisation d'infrastructures de drainage des eaux pluviales, environ 190 milliards pour Abomey, Boycon, Ouida et Porto Novo. C'est une bonne chose. Bonne nouvelle, hein? Bonne nouvelle seulement. OK. Seulement que je me suis toujours posé la question, les financements pour l'assainissement pluvial dans certaines communes, on y met beaucoup de milliards. Mais les gens continuent d'avoir des problèmes.
Je prends le cas simple de Cotonou. Si on doit faire la somme de milliards injectés dans cette affaire depuis Soglo, Kérékou, Yaïboni et maintenant Patrice Talon, quand on fait la somme, ça fait peur. Et mais est-ce que le problème est réglé à Cotonou, par exemple, définitivement? Non. La dernière fois, j'ai vu, on a aussi, je crois qu'il y a un financement il y a quelques jours, il y a quelques semaines pour Aboué-Clave et autres, là, et je pense qu'il faut régler ça. Parce que j'ai vu des images de Cocotomé il y a quelques jours. Oui. Écoutez, non. Les gens souffrent. Et donc, ces milliards-là, que les gens contrôlent véritablement le suivi de ces projets-là. Que ces projets règlent véritablement le problème dans nos communautés. Parce que quand il n'y a plus l'eau ne circule pas. Et les gens sont en difficulté. Il y a des gens il y a des anciennes autorités qui ont vendu des rues à des personnes. Et ces rues par lesquelles l'eau pouvait circuler sont bloquées et des maisons entières, des dizaines de maisons sont inondées. En fait, okay. Il faut trouver le mécanisme d'ouvrir les voies et en même temps de véritablement régler les problèmes des caniveaux. Il y a des caniveaux qui sont construits dans certaines communes qui sont remplis de déchets. Il faut s'en sortir à ce niveau. Parce qu'il ne sert à rien de mettre les milliards pour faire les infrastructures. Il faut faire le suivi, il faut faire l'entretien de ces infrastructures pour s'assurer que quand il y a l'eau circule facilement et que les gens vivent dans la quiétude. Merci à vous, Laurent. Roland Antonin Kess. L'autre fait d'actualité de ce jour, c'est évidemment l'arrêté ministériel au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce interdisant désormais l'exportation de la ferraille et des sous-produits ferreux en République du Bénin. On en reparle donc dans l'actu décalé. Quel sort pour les gants pour blé batterie gâtée? Vos réactions, amis téléspectateurs, sont attendues au 96 76 68 68.